Hello. Salut. Ouais, c'est normal qu'il n'y ait pas de son. Salut. C'est parce que personne ne parlait. Alors on va attendre une petite minute le temps que les gens rejoignent. Alors déjà bonjour à tous. Tu peux peut-être projeter déjà ta première slide ou pas. Enfin je sais pas ce que tu veux faire. Les questions tu les veux quand ces pairs en cours de route ou... En fait, les gens peuvent m'interroger au milieu de la présentation ou laisser les questions pour la fin. À n'importe quel moment, c'est possible. D'accord, ok, très bien. Hop. En fait, si je projette, je vois plus le chat et tout ça. Donc, ça serait bien s'il y a une question, tu le dis ou Ah bien tu sûr. m'informes. Ça Tu serait préfères que les gentil. gens posent les questions dans le chat ou à l'oral Autant le faire à l'oral si c'est possible. Sinon, en chat, s'il y a un problème de micro ou s'ils n'ont pas envie de prendre la parole. Très bien. Alors du coup, on va commencer. Alors déjà, bonjour à tous et merci d'être venus donc pour cette première session de transmission craft. Donc en fait, donc notre boîte Shodo va organiser comme ça des petits événements pour partager avec vous des bonnes pratiques ou des techniques qui sont liées au craft. Aujourd'hui, c'est CPR qui va nous présenter le refactoring de code legacy avec l'approval testing. Voilà. Je vais peut-être présenter rapidement Shodo. Donc, on est une ESN sociale qui s'est montée il y a 2 ans à Paris, qui a vocation de redonner du sens au salariat. Donc, en ramenant des avantages qu'on a dans le freelancing, mais au niveau du consulting en tant que salarié. Donc, c'est une boîte qui avance 80% de son chiffre d'affaires à ses salariés. Donc voilà, vous pouvez voir après sur notre blog si ça vous intéresse, savoir comment fonctionne notre modèle social. Et puis si vous avez des questions en cours de route sur la présentation de ces pairs, n'hésitez pas à soit les poser à l'oral, soit d'écrire dans le chat, je les lirai et puis je reposerai la question à ces pairs. Et puis je donne, alors moi c'était Julien Topsu, et je vais donner tout de suite la parole à CPR pour sa Nickel. présentation. Merci beaucoup, Julien, pour ton introduction. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à notre BBL. C'est notre session de refactoring avec les approval tests. On est dans le contexte d'un BBL, donc Brown Bag Launch. Voilà, on va faire une présentation de à peu près une trentaine de minutes. Et ensuite, vous pouvez poser des questions, on pourra discuter. C'est une session qui normalement va durer 1 heure maximum. Donc, je suis consultant de Shodo. Je m'appelle Seper Namdar. Je m'intéresse à tout ce qui n'est pas vraiment lié à technique. Ça veut dire le craft, l'architecture, le clean code, le DDD, l'agilité et tout ça. Dans la vie de tous les jours des développeurs, en fait, ils ont très souvent affaire à travailler à un code qui est legacy. On va voir quelle est la définition d'un code legacy. Souvent, le code avec lequel on travaille, il n'est pas couvert par les tests, pas du tout, ou pas complètement. Souvent, c'est écrit de manière procédurale. C'est pas, même si on utilise un langage de programmation orienté objet ou fonctionnel, on voit souvent du code qui est procédural, donc un enchaînement de lignes de code qui font quelque chose. Et on travaille également souvent avec des objets qui sont des objets anémiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de comportement riche. On utilise souvent des DTO, des Data Transfer Objects. Donc, il y a juste des classes avec quelques propriétés, des getters et des setters, et on ne voit pas vraiment des méthodes très riches. Et puis, on a des clients qui nous demandent d'ajouter de nouveaux features
dans ce code ou supprimer quelque chose, ajouter quelque chose, voilà, des fonctionnalités. Et on a toujours l'impression de travailler avec quelque chose qui ressemble à ce sandwich qui est à gauche ou à droite de mon écran. Plusieurs couches, chaque couche fait quelque chose de différent et on mélange tout. Et souvent, on a envie de refactorer ça, rendre ça plutôt comme un burger bien fait, qu'on a du plaisir à le manger. OK, maintenant, allons discuter de ce qui est un code legacy. Donc, j'aimerais que ce soit pas moi qui parle, j'aimerais que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et dites-moi, selon vous, c'est quoi la définition d'un code legacy? Soyez pas timide. Un code écrit dans un langage qui date. D'accord. Donc, un code qui est écrit il y a... Voilà, ça date, quoi. C'est pas tout frais, d'accord? Un code non testé. Tout à fait. Donc, si on lit le livre Working Effectively with Legacy Code de Michael Feathers, c'est comme ça qu'en fait, il définit un code legacy. Il dit, un code qui n'est pas testé, c'est un code legacy. Tout à fait. D'autres définitions? Un code qui livre toujours de la valeur business, mais dont la maintenance évolutive devient trop compliquée. Effectivement, souvent quand on a affaire à un code legacy, il y a souvent des problèmes de maintenance. Donc, ouais, c'est à peu près ça. Donc, la définition originale, c'est, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai plus de lumière. Donc, la définition originale, c'est un code qu'on hérite de quelqu'un d'autre. Donc, forcément, c'est pas le code qu'on a écrit. Peut-être qu'on l'a écrit il y a très longtemps et qu'on l'a oublié. Et souvent, ce code n'est pas testé. Donc, effectivement, c'est ça la définition d'un code legacy. Maintenant, on a aussi parlé de refactoring. Donc, pareil, à nouveau, je vous laisse la parole. Selon vous, c'est quoi le refactoring? C'est le principe de reprendre la main et la connaissance en fait sur le code que l'on travaille et faire en sorte qu'il soit compréhensible par les autres qui seront amenés à travailler dessus pour plus tard. D'accord, donc il y a une notion de rendre meilleur le code quand on parle du refactoring, d'accord? Ouais. Quoi d'autre? Après, pour continuer, hein, tu peux avoir tous les principes mis en place, des bonnes pratiques, séparation des responsabilités, entre autres. Tout à fait. Donc effectivement, quand on entre dans les méthodes de refactoring, chaque méthode, il a un nom et ça correspond à peu près à la solution pour un certain problème qu'on appelle SMEL. SMEL, en fait, un code qu'on hérite de quelqu'un, c'est pas un code frais, donc c'est comme une viande qui commence à moisir, donc ça sent pas très bon, c'est pour ça qu'on appelle ça des SMEL. Et donc voilà, il y a des méthodes de refactoring pour corriger ça, pour le rendre meilleur, pour le rendre un peu plus frais. D'accord. Quoi d'autre? Peut-être s'occuper du code mort ou des objets qui servent plus à rien. Dans le code. Pareil, ça, le code mort, une méthode qui est trop longue, une méthode qui a trop de paramètres, ça c'est des SMEL. Ça c'est des choses qui sont pas bon quand on regarde le code. On n'a pas très envie de travailler avec. Et voilà. Mais on n'a pas encore parlé vraiment de l'essence du refactoring. C'est modifier une implémentation sans changer un comportement global. Exactement. Et donc, à partir du moment où on modifie la structure de notre code sans changer son comportement, on est en train de le refactorer. Donc, quand on refactore, on rend meilleur les choses, mais on ne change pas la logique du code. Ça, c'est important à prendre en compte. Et tu as aussi assuré la maintenabilité pour l'avenir, quoi, tout simplement. Exactement. Donc, le refactoring, c'est là, justement, sa raison d'être, comme tu dis, c'est là pour avoir une maintenabilité plus longtemps. Un
code de meilleurs produits. En fait, c'est tout simplement, c'est comme des chaussures. Quand on achète des chaussures qui sont de mauvaise qualité, bah, forcément, on a mal au pied quand on marche avec. Forcément, ça dure moins longtemps. Donc, dans 6 mois, on doit les changer. Donc, c'est un produit. Et le code qu'on écrit, c'est pareil. C'est un code, en fait, c'est un produit qu'on est en train de livrer à un client. Et si c'est de bonne qualité, bah, le client, il pourra plus facilement travailler avec. Il pourra plus facilement ajouter des fonctionnalités, enlever des fonctionnalités. Et tout ça parce qu'il y a eu du refactoring sur ce produit. Son état a toujours été amélioré et donc ça vit plus longtemps, ça maintient plus longtemps. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un code legacy et on sait ce que c'est le refactoring, on peut avancer. Un bad practice chez les développeurs, souvent, c'est quand ils commencent à faire du refactoring, bah, ils le font sans le couvrir par des tests. Donc, ça, c'est vraiment un prérequis. Avant de commencer le refactoring, il faut s'assurer que le code est couvert par des tests. Si ce n'est pas le cas, il faut mettre en place des tests. Sinon, on risque de casser des choses. On risque de perdre une journée de travail à refactorer les choses, à rendre meilleures les choses. Et puis, on génère un bug en production, on doit revenir en arrière. Et souvent, c'est dans ces cas-là où on dit, bah, en fait, il vaut mieux laisser le code comme il était avant. On n'ose pas trop, en fait, à toucher le code. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas des tests quand on est dans ce genre de cas d'erreur, dans ces pièges. Mais le problème, c'est quoi? C'est que écrire des tests, c'est trop long, c'est trop ennuyant. Et bah, ce qui fait que bah, les développeurs, finalement, ils n'ont pas envie d'écrire les tests. Donc, et c'est pour ça qu'ils ne couvrent pas le code par des tests. Et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'on va parler de approval test. Pourquoi? Parce que c'est une méthode pour écrire les tests de manière très rapide. Donc, on va essayer de couvrir un test legacy en live coding ensemble. Vous allez voir, c'est assez rapide à écrire. C'est très facile à apprendre. Vous pouvez l'utiliser sur plusieurs plateformes, que ce soit Java, JS, Python, .NET et ainsi de suite. Ça se fait avec une seule ligne de code. Donc, on va écrire une seule ligne de code et on va générer tous les autres cas de test pour notre code afin de le couvrir. Et c'est basé sur la technique Golden Master. On va parler de Golden Master juste après, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça a aussi des inconvénients. C'est que les approval tests ne sont pas autosuffisants. Une fois on a fini la partie refactoring, en gros, les approval tests ne vont plus nous servir. Il va falloir couvrir le code avec d'autres types de tests, comme des tests unitaires, comme des tests d'intégration, des tests d'acceptance, et ainsi de suite. Donc voilà, ça, c'est quelque chose aussi important qu'il faut prendre en compte quand on utilise les approval tests. OK. On a dit qu'on va parler de Golden Master. C'est quoi le Golden Master? En fait, on a toujours un système under test, un SUT, qu'on veut refactorer. Soit c'est une grosse classe, soit c'est une petite méthode, soit c'est une méthode qui va appeler à plusieurs autres classes. Bref, c'est un enchaînement de méthodes ou une seule méthode qu'on veut tester. C'est ça qu'on appelle le système under test. Cette méthode, cette classe va recevoir certaines entrées, donc soit de 0 jusqu'à l'infini, enfin, pas jusqu'à l'infini, mais plusieurs, et il nous produit toujours un seul output. OK? Et donc, l'idée, c'est de faire ce travail, donc identifier les entrées de notre méthode, lui faire passer des valeurs qui lui correspondent
et puis récolter des sorties. Donc, en fait, on va faire ce travail à plusieurs reprises parce que, bon, pour couvrir toutes les lignes de notre code, on a forcément besoin de différentes inputs pour qu'on passe dans toutes les parties de notre test, de notre code. Et ça nous crée plusieurs outputs. On va s'arrêter au moment où on est à peu près sûr qu'on couvre toutes les lignes de code, qu'on passe dans tous les coins, dans toutes les classes. Une fois on arrive à ce stade-là, on a à peu près compris comment le système doit fonctionner. On n'est pas allé vraiment regarder dans le code ligne par ligne, on n'a pas essayé de comprendre le code vraiment. Par contre, on sait qu'avec ces entrées-là, on doit obtenir ces sorties-là. Et on va prendre une image de toutes ces outputs-là, on va les garder quelque part. À partir de ce moment-là, quand on sait comment le système doit fonctionner, à chaque fois qu'on va faire une méthode de refactoring, par exemple, on va extraire une méthode, par exemple, on va bouger des lignes de code, par exemple, on va renommer une méthode, on va comparer le résultat attendu. Donc, on va relancer les mêmes tests avec les mêmes inputs et on va comparer ces résultats attendus avec le résultat qu'on a eu au départ avant de commencer à refactorer. S'ils sont identiques, c'est qu'on n'a rien cassé et qu'on peut avancer. Si ils ne sont pas identiques, ça veut dire qu'on a cassé quelque chose et qu'il faut revenir en arrière. OK. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Je pense que beaucoup de gens se demandent ce que ça veut dire SUT. Comme j'ai dit au départ, c'est System Under Test, donc soit une méthode qu'on teste, soit une méthode qui enchaîne plusieurs classes, qui a des dépendances qu'on teste. Voilà, la taille n'est pas importante, c'est une partie de notre système qu'on veut refactorer, qu'on veut mettre, qu'en fait, qu'on veut couvrir par des tests. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, CPA, est-ce que tu as une technique pour trouver le bon zoom, justement, pour couvrir ce SUT? Alors, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble juste après dans la session de refactoring. On va faire ça ensemble. OK, donc je vais partager les slides après la présentation. Donc, sur mon GitHub, je vous ai préparé deux codes, un en Java et un en C#. C'est la solution finale qu'on va retrouver ensemble. Donc voilà, si jamais vous avez envie de re-regarder, les sources sont disponibles. Moi, je vais faire ça en Java parce que c'est le langage avec lequel je suis un peu plus à l'aise. Mais voilà, c'est une méthode qui, comme j'ai dit, peut se retrouver dans différents langages. OK, allons voir le code. Juste dites-moi si c'est assez grand pour vous ou si je dois partir en mode présentation. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est sur mon écran? Yes. OK. Si ce n'est pas lisible pour quelqu'un, il suffit juste de me le dire, je vais agrandir les choses. OK. Donc ça, c'est le projet sur lequel je veux travailler. Donc, comme j'ai dit, c'est en Java. Donc, moi, j'ai deux parties dans mon code. Il y a la partie main et la partie test. J'ai quelques packages qui sont vides. J'ai un package qui s'appelle use case. Donc, normalement, je dois retrouver mes cas d'utilisation là-dedans. Et j'ai une partie qui est modèle. Apparemment, c'est la partie core de mon système. J'ai pas vraiment un expert métier. Donc, je sais pas trop comment mon système marche. D'accord? Ça, c'est un problème. Heureusement, on a des tests. Donc, je vois une classe. Je vois qu'il y a une classe de test. Bon, on va regarder ce qu'il y a dedans. OK. Bon, elle est vide, malheureusement.
Mais bon, au moins, ça peut me permettre de savoir si mon système est testable ou pas. Donc, je vais lancer les tests. Et ouais, OK, bah, j'ai un système que je peux tester. Très bien. Si normalement, mon use case doit être mon point d'entrée, donc je vais aller regarder ce qu'il y a dedans. Donc, il s'appelle Plan Interview. Je vois qu'il prend en constructeur, on lui injecte des repositories. Donc, on a un candidate repository, un recruiter repository et un interview repository. Il y a une seule méthode dedans. Donc, cette méthode, il s'appelle la méthode plan. Donc, en entrée, il prendra un candidate ID et une availability de type local date. Très bien. Et je vois qu'il me sort en sortie un objet interview. Donc, apparemment, mon objet interview, il ressemble à ça. Il a un candidat, un recruteur et un interview. OK. Bon, j'ai certaines informations basiques sur mon code. Donc, juste pour vous indiquer, moi, j'ai déjà apporté la dépendance approval test. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est un prérequis que vous devez faire. Donc, c'était juste pour vous montrer. Je vais commencer. Je veux refactorer ce code. Ça me paraît trop long, cette méthode. Je veux la refactorer, mais comme elle n'est pas couverte par des tests, je ne le fais pas. Je veux d'abord le couvrir par des tests. OK. Je vais aller dans mes tests. Donc, je vais supprimer cette test-là qui ne me sert pas vraiment à grand-chose. Et je vais faire Alt-Insert. Je vais créer une nouvelle méthode de test. Pour le moment, je ne sais pas comment je vais l'appeler, donc je vais juste l'appeler Works. Plan Interview should works. OK, nickel. On sait que chaque test, il est composé de 3 parties. Une partie given, une partie when et une partie then. Dans le given, je donne mon contexte. Dans le when, je fais l'action qui doit me générer un résultat. Et puis, dans la partie then, je vais vérifier que le résultat attendu correspond à ce que je voulais. On sait qu'on veut passer par cette méthode plan interview. Donc, plan interview .new. Et je sais que on a vu qu'il faut lui injecter 3 repositories, un pour les candidats, un pour les recruteurs et un pour les interviews. J'ai déjà préparé ici, donc comme vous pouvez le constater, les repositories, ce sont des interfaces. Donc, il y a des méthodes abstraites. Donc, pour le candidat repository, j'ai une méthode abstraite qui me permet, à partir d'un identifiant, trouver un candidat. Pour les interviews, pour les entretiens, c'est juste pour l'enregistrer. Et pour les recruteurs, je peux lui passer donc une disponibilité et récupérer les recruteurs qui sont disponibles à cette date-là. Je peux aussi booker un recruteur à la date voulue. OK. Et moi, je vous ai préparé en fait des implémentations à chacun de ces repositories ici, côté test. Pourquoi je les ai mis côté test? Parce que je vais les utiliser uniquement pour mes tests, donc autant les garder ici. Et je les ai appelés fake parce que c'est pas une vraie source de données que je vais appeler. Donc, je vais commencer par interview. Elle est vide. C'est juste une implémentation vide de la méthode save. Pour les candidats, on voit en fait la méthode qui a été implémentée, donc trouver un candidat avec son identifiant. Et j'ai aussi préparé des données qui vont normalement correspondre à des données que je dois avoir en base de données. Donc, je vois qu'en fait, moi, j'ai une liste de candidats. Par exemple, j'ai un candidat que j'ai appelé Alex. Mon candidat, il a certaines compétences. Donc, il est compétent en .NET, en Java, en PHP et en JS. Et il a un identifiant qui est 1, 2, 3.
Ainsi de suite pour Bob, donc 4, 5, 6, il fait du JS. Et pour Kim, qui est le 7, 8, 9 et qui fait du Ruby. Ça, c'était... Donc, ça, normalement, en fait, les données, vous devez les retrouver d'une manière ou d'une autre. Soit en allant regarder dans la base de données, soit en lisant le code, soit vous avez un expert métier qui est à votre disposition et c'est lui qui va vous donner les données. D'accord? Nous, dans le cas de notre BBL, on va considérer que c'est la base de données et on est allé chercher ces informations dans la base de données. Côté recruteur, donc pareil, on a l'implémentation des méthodes. Ça ne nous intéresse pas, comment ça fonctionne. Et pareil, j'ai préparé une liste de recruteurs. Donc, par exemple, on a Emma. Donc, elle sait faire du PHP et JavaScript. Elle a des disponibilités. Donc, elle est disponible le 20 février 2021. Et ainsi de suite pour Marie, qui fait Java, .NET, PHP, JS. Elle est disponible à ces deux dates-là. Et on a John, qui est disponible à cette date-là, avec ces données, avec ces compétences-là. OK, très bien. Donc, revenons à notre test. On a vu que la méthode Plan Interview qu'on veut tester prend en paramètre, en fait, on doit lui injecter des repositories pour les candidats, pour les recruteurs et les interviews. Donc, je vais utiliser ces classes fake que j'ai préparées. Donc, je vais commencer par fake candidat. Je vais faire fake puis fake interview. OK, nickel. Si je vais faire... Voilà. Et je sais que cette méthode-là va me retourner un interview. OK, très bien. Donc, cet objet interview, je sais que je peux lui faire une méthode plan. Donc, si je reviens dans plan interview, on a vu en fait qu'il y a une seule méthode qui existe dans ce code, c'est la méthode plan. Donc, et c'est cette méthode-là que je veux couvrir. C'est pour ça que je le mets là. En paramètre, il prend quoi? Il prend un candidate ID et une disponibilité. Très bien. Donc, je vais aller chercher dans ma base de données, dans les candidats. Donc, je vais trouver un identifiant. Par exemple, je vais prendre le 1, 2, 3. Hop. Et j'ai vu aussi que dans la partie recruteur, il y a des disponibilités. Donc, hop, je vais prendre cette disponibilité-là. OK. Et donc ça va me retourner, on va l'appeler Planet Interview. Donc, cette méthode va me retourner un entretien qui a été plan. Et dans la partie den, qu'est-ce qu'on fait? On va faire assertions.assertDate. Ben, cet résultat qu'on a reçu is equal to un objet expected interview. Et cet objet expected interview, c'est nous qui allons le créer. Voilà. Donc, c'est de type interview. Ensuite, je dois faire un new interview. Et puis, je dois faire expected interview. Si je veux lui citer des choses. Donc, voilà. C'est là où la partie chiant commence. Et les approval tests, c'est pas chiant parce qu'il nous évite à faire ça. Toute la partie den, c'est approval test qui le fait pour vous. Donc, en gros, tout ça, j'en ai pas besoin. Okay. Si je regarde à nouveau mon schéma, j'ai vu que j'ai besoin des inputs et des outputs. OK? Les inputs, je les ai là. C'est le 1, 2, 3 et cette date-là. Le output que j'ai, c'est cet objet interview. Donc, j'ai en gros tout ce dont j'ai besoin pour
commencer à couvrir par des tests mon système. Donc, tout simplement, je vais les sortir. Ça, c'est mon candidate ID. Et ça, c'est availability. On va l'appeler ça availability. Je vais les sortir de mon test et vous allez voir pourquoi. Okay. Donc, ça, c'est vraiment mon système under test. Je crée un objet interview, j'exécute une méthode là-dessus avec certaines entrées et ça va me retourner quelque chose. Donc, tout ça, tout simplement, la partie given et when, je vais les sortir. On va l'appeler get interview. On va voir plus tard pour le nom. Voilà, je le sors dans une méthode. Et c'est là où je vais commencer à mettre en place mon approval test. Donc, je vais utiliser la méthode de verify all combinations de approval test. Donc, hop. Et si on regarde, en fait, la signature de cette méthode-là, voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve? On se retrouve avec la première méthode, c'est une fonction. Il a une entrée, donc in1, et une sortie. Et ça, c'est une fonction. Le deuxième paramètre, c'est un tableau qui correspond en fait à in1. Si je regarde le deuxième, c'est la même chose. Donc, on reçoit une fonction en premier paramètre avec 2 entrées et une sortie. Et puis, le deuxième et troisième paramètre, c'est un tableau in1 et in2 qui correspond à ces 2 premières entrées dans mon système. Et comme moi, j'ai 2 entrées, je vais choisir cette deuxième. OK? Voilà, c'est juste pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc ici, on a dit on a besoin d'une fonction. Ma fonction que je veux tester, c'est ça. Donc je vais faire 10 get interview. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un tableau de candidat ID et d'un tableau de disponibilité. On a vu dans les implémentations que ça correspondait à un tableau. Sauf que moi, ici, je n'ai pas des tableaux. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est juste de transformer ces 2 entrées en tableau de données. Donc, ça, c'est un tableau maintenant. Et ça aussi, c'est un tableau. Maintenant, je peux les mettre en deuxième et troisième paramètre de mon code. Alors, il n'est pas content. Ah oui. Pourquoi il n'est pas content? C'est vert, parce que ton Ouais. get interview, il retourne un void. Il faudrait qu'il retourne quelque chose. Ah, merci. Merci beaucoup. Bon, oui. C'est ça. Donc, return. Donc, ici, on retourne à une interview. Et voilà. Merci pour ton aide. Et puis voilà. Ça y est, on a implémenté nos approval tests. Alors, comment ça fonctionne? Je vais lancer le test. Donc, en fait, tout simplement, si on revient sur cette image-là, le candidate ID et availability, c'est mes inputs. Et cette interview que je reçois, c'est mon output. OK? Je vais lancer les tests et on va voir, en fait, ça va échouer. Ça va échouer, pourquoi? Voilà, donc ça, je vais revenir là-dessus. Donc, on voit que mes tests sont rouges.
préalablement, j'ai installé un outil de merge, comme par exemple WinMerge. Vous pouvez utiliser d'autres outils, Cadif, tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi sans outil de merge. Sauf que le merge, vous devez le faire à la main, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on voit que les approval tests vont générer deux fichiers. Un fichier qui s'appelle received et un fichier qui s'appelle approved. En fait, ça correspond exactement à mon golden master. Donc, là, je viens de produire un seul résultat, un seul output avec deux entrées. J'ai pris une image, OK? Et si je regarde aussi dans mon code, on voit que ces deux fichiers-là ont été générés. On voit que j'ai un fichier approved et un fichier received. Mon test est rouge, pourquoi? Parce que la première fois que je lance les approval tests, vu que j'ai pas de source de vérité, il n'a rien pour comparer le résultat que j'ai obtenu avec. Et donc, il me dit que c'est rouge. Tout simplement, ce que je dois faire, c'est de passer le résultat que j'ai obtenu côté approved, comme ça. Et là, si je lance mon test, ça va être vert. Je relance le test. Et cette fois-ci, c'est vert. Et on voit que approval test, automatiquement, il va supprimer mon fichier received. Je vais regarder un petit peu ce qu'on a dans ce fichier approved. Il me dit, moi, j'ai lancé ton test avec 1, 2, 3 et cette date-là. Ça m'a sorti un entretien pour un candidat qui s'appelle Alex. Il a ces compétences-là. J'ai trouvé un recruteur qui s'appelle Marie, qui a ses disponibilités et qui a ses compétences. Et puis, la date de l'entretien, c'est cette date-là. OK, très bien. On va regarder la couverture des tests. Donc, je viens de lancer mes tests avec ce bouton-là. Je suis sur IntelliJ, donc je peux lancer mes tests avec ça. Et ça me crée une couverture, enfin, ça me montre à quel point mon code est couvert. On voit qu'avec un seul test, toutes les lignes de mon code sont couvertes. Bon, on peut dire que c'est cool, hein, mais est-ce que c'est vraiment couvert partout? Du coup, je vous laisse me dire, selon vous, est-ce qu'on a tout couvert vraiment? Parce que c'est ce que IntelliJ me dit. IntelliJ me dit, avec un seul test, on a tout couvert. Bah, moi, je vois, si je peux me permettre, Saper, je vois la première ligne find by ID. Qu'est-ce qui se passe s'il ne trouve rien, en fait? Et, comment le code va gérer ensuite? Alors, on n'est pas en train de vérifier la logique de notre système. On ne se pose pas ces questions-là à ce moment-là. On veut déjà simplifier notre code, donc le refactorer, pour pouvoir mieux comprendre la fonctionnalité. Donc ça, c'est quelque chose, ta question va venir après, une fois la partie refactoring est terminée. Est-ce qu'il ne faudra pas prévoir un autre jeu de test? Ben, en fait, plus on a de jeux de test, plus les résultats sont fiables. Ça, c'est sûr et certain. Mais parfois, la couverture de test, en fait, ça peut être trompeur. On peut avoir une méthode qui est complètement couverte par des tests, sauf que ce n'est pas le cas. Et par exemple, si on regarde cette exception-là, par exemple, pour moi, elle n'a pas été vérifiée. Genre, normalement, si je change ça à exception, par exemple, je change le type d'exception, donc je change la logique. Ouais, else true, ouais, il faut, je sais pas. Si j'avais un autre type d'exception, ça n'allait pas être vérifié par mes tests, même si j'ai une couverture de test. Donc, une couverture de test, c'est vraiment des chiffres. Ça n'a rien de sûr et certain.
Donc, c'est là où la partie mutation testing, ça va vachement nous aider. Donc, dans la mutation testing, on commence à changer des valeurs. On commence à... voilà, par exemple, je sais pas, je mets en commentaire cette ligne-là, je relance mes tests et je vais m'assurer que mon code tombe en rouge. Voilà, il est tombé en rouge. Il marche plus. Donc j'ai des tests qui sont fiables pour cette partie-là. Mais pour cette partie-là, si je change de type d'exception, les tests vont continuer à être verts. Cette ligne-là va être couverte, sauf que j'ai changé la logique de mon code et ça n'a pas été vérifié par les tests. Donc, je vais revenir sur... Mais après, ce que tu ouais. nous disais, c'est que tu prenais que des cas qui étaient issus de ta base de données, donc techniquement, tu n'as que des recruteurs qui existent. Donc, est-ce que ton Alors, exception justement, on va y tombe ou arriver. pas? Justement, on va y arriver. Donc, je vais essayer de vraiment couvrir mes tests avec le maximum de données que je peux trouver. C'est la seule façon pour moi pour rendre mes tests plus fiables. OK? Donc, par exemple, au niveau des candidats, il y a 1, 2, 3, il y a 4, 5, 6. J'ai un tableau de données, hein, donc je peux ajouter ce que je veux. J'ai aussi 8, 9, 7, 8, 9. OK? Voilà. Mais je peux aussi mettre une chaîne vide. Je peux aussi mettre un bad ID. Je peux aussi mettre nul. Si c'était des chiffres, j'allais mettre -1, 1, 0, moins 2000. Bref, je mets là, ça me coûte rien du tout d'ajouter des données. Donc, autant les faire. Okay. Au niveau des dates, c'est la même chose. Donc, je vais plutôt faire comme ça pour que vous voyez mieux les dates. Si je vais dans des recruteurs, bah, il y a cette date-là. Le 20, on l'a déjà. Il y a le 22. Je vais ajouter parce que j'ai retrouvé dans ma base de données. Voilà, il n'y a que ça. Je vais peut-être ajouter aussi le 21 parce que c'est une valeur qui n'existe pas. Je vais aussi ajouter nul. Je vais aussi ajouter une date à l'an 3000. Je vais aussi ajouter une date en 1500. Je change ça, je sais pas, à 15, à 13, et puis ça, ouais, bon, le mois, ça peut être 13. Je vais mettre ça 12, et puis ça, je vais mettre 9. Vu que ça me coûte rien d'ajouter des tests, des entrées, donc des inputs, qui me génèrent des outputs, je le fais. Donc, voilà, là, je pense qu'on a assez de données. Je pense qu'on a assez de données. Je vais relancer les tests. Et cette fois-ci, à nouveau, ça va être rouge. Pourquoi? Parce que ce que j'avais dans la partie approve ne correspond plus avec les nouvelles données que j'ai générées. En fait, comme si j'avais une seule feuille qu'on voit ici. En fait, on était à cette étape-là. On avait généré une seule feuille. Et là, on vient de générer plusieurs feuilles, plusieurs outputs. Et c'est pour ça qu'en fait, mon test, il tombe en rouge. Donc, à nouveau, tout ce que j'ai à faire, c'est de basculer tout ce que j'ai reçu dans la partie approved. Tout simplement, en un clic, c'est fait. J'enregistre, je ferme. Et si je regarde, du coup, à nouveau, j'ai un fichier approve, j'ai un fichier receive. Maintenant, ils sont égaux. Et maintenant, si je relance les tests, on va voir, c'est vert. Le fichier received automatiquement est supprimé. Je regarde mon fichier approved. Allons analyser ce fichier approved ensemble. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, j'ai pris l'identifiant 1, 2, 3 avec la première date que tu m'as donnée, ensuite la deuxième date, troisième date, le nul, et ainsi de suite. Ensuite, il est passé au 4, 5, 6, et voilà. Il m'a généré autant de cas de tests en une seule ligne de code. Ce qui est intéressant, c'est de vérifier
ces résultats qu'on a obtenus. Par exemple, on voit que le 21, on sait qu'aucun recruteur n'était disponible, donc on a bien reçu cette exception-là, donc c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, si je regarde bien, j'ai eu aussi des null pointer exception. OK, donc ça c'est grave, le null pointer exception. Ça, c'est grave. Donc ça c'est un cas que j'ai pas géré. Et ça, c'est une logique que je dois implémenter. OK? Mais on le fera plus tard. On le fera au moment où notre refactoring est terminé et qu'on veut changer maintenant la logique des choses. OK? Et maintenant, je peux très bien me permettre de modifier les lignes de code. Par exemple, ça, je vais le remonter en haut. Ici, cette partie-là, je vais l'extraire en une méthode. Ensuite, ça, je vais le mettre dans une autre classe. Hop. Et tout ça, en fait, j'ai pas peur parce que tout mon code, ça a été couvert par des tests. Et si je relance le test et que tout est vert, c'est que j'ai rien cassé. Par contre, là, ouais, par exemple, si je mets ça en commentaire, comment line, je relance mes tests, ça ne marche plus. Il me dit, en fait, pour le cas 1, 2, 3 et cette date-là, il y a quelque chose qui a été changé. C'est que, en fait, j'ai obtenu un recruteur ID qui est différent de ce que tu attendais. Également, si je fais le cas pour 7, 8, 9 et ces deux dates-là, je devais avoir une exception, sauf que j'en ai pas eu. J'ai reçu des objets interview. Et donc là, je sais que j'ai cassé quelque chose, donc je reviens en arrière. Je peux relancer mes tests et tout est vert. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter sur les approval tests et comment les approval tests ils peuvent nous aider à couvrir le code par des tests très rapidement et puis commencer à refactorer le code. C'est à vous pour les questions. Alors ouais, j'ai une question, du coup, c'est Père. Bien sûr. En fait, pour moi, l'intérêt principal que je vois, c'est que ça te permet effectivement de refactorer, ton code, mais potentiellement, c'est aussi de refactorer tes tests. Non? Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que tu pourrais être amené par refactoring à changer la signature de tes méthodes, changer aussi, je sais pas moi, quelques-uns de tes modèles. Tu renommes des trucs en interne, etc. Du moment que tu as les entrées-sorties qui sont les mêmes, t'es content. Enfin, c'est ça le principe, je pense, du Goldmaster, non? En fait, à partir du moment où on commence le refactoring, on commence à mieux comprendre le programme et on peut refactorer les choses. Si jamais il y a des tests qui existent, on peut peut-être aussi refactorer ces tests-là. Jusque-là, je suis d'accord avec toi. Mais vu que j'ai un seul test qui génère tout pour moi, dans la partie approval test, je suis en train de parler, je vois pas trop quoi améliorer. En sachant que ça va être supprimé. C'était pas ça mon point, en fait. D'accord. C'était plus, là, tu reconstruis un test à partir de tes données. Ouais. Ensuite, tu vas refactorer ton code. Le refacto de ton code, il peut t'amener à potentiellement te dire, bon, ok, maintenant je sais que, par exemple, cet objet-là, il y a un big ball of mud, je vais le splitter en deux. Typiquement, ce que ça peut t'amener à faire, c'est aussi de modifier ton test. Et l'avantage, c'est que ton Golden Master, comme c'est entrée et sortie, et que ça vérifie la corrélation entre les deux, ça va peut-être potentiellement t'amener à refactorer aussi ton test pour avoir un test plus pérenne que tu veux garder, t'assurer que la logique est toujours bonne et de refactorer. Parce que le but, c'est pas de le garder, en fait, ce truc-là. Non. En fait, ça va rester jusqu'au moment où on a fini notre refactor. Une fois la refactor est terminée, on va commencer à mettre en place des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests acceptants, des vrais tests qui vont rester en fait.
Vraiment, il faut garder ça en tête, que la partie approval test, c'est temporaire, c'est pour casser en petits morceaux une méthode legacy, comme tu dis, un big ball of mode, par exemple, de le comprendre en faisant du refacto. Et une fois c'est fini, c'est terminé, on va supprimer ce test parce qu'on a d'autres types de tests qui nous couvrent. Je ne sais pas si Oui, j'ai merci. répondu à ce- Si c'est bon, merci, c'est Père. Avec plaisir. Alors, je crois Est-ce qu'il y a. C'est Kansen qui a une question. Kevin Hansen, c'est mon nom. Ouais. Ouais, moi j'avais une question pour le coup, parce que c'est vrai que je trouve que l'exemple fonctionne quand même très bien. Après, c'est en fait tout ce qui est gestion de petits effets de bord, on va dire difficilement moquable. Donc je pensais par exemple des opérations sur des dates, des trucs comme ça. Est-ce que ça peut vraiment s'appliquer dans ces cas-là, l'approval testing? Si par exemple ici tu avais un truc dans ta méthode plan, par exemple, qui vérifiait que la date de l'entretien était bien dans le futur et pas dans le passé. Là, Alors, tu en pouvais fait, avoir un petit souci à ce niveau-là. Après, tu peux avoir des opérations sur les dates. Est-ce que, en fait, quand tu as des petits effets de bord difficilement mocables, tu peux vraiment l'appliquer aussi facilement? Est-ce que c'est une bonne idée dans ce cas-là, en fait, de vraiment foncer là-dessus? Mais est-ce qu'il faut peut-être pas faire un petit travail en amont à ce niveau-là? alors, tu peux très bien moquer des choses hein, dans ton test. Mm. Euh, ça va passer. Sauf que c'est pas super idéal parce qu'en fait, Ouais. tu pars pas dans tous les coins de ton code. Donc, autant possible ne pas utiliser des mocks. Non, bien sûr. Mais rien ne t'empêche, quand tu fais du approval testing, de travailler avec des mocks, obtenir des résultats en fonction des mocks que tu as fait. Mm. Voilà. Moi, ce que je disais, c'est parce que là, j'avais l'exemple de la date en tête et que, effectivement, si tu fais un local date .now pour avoir la date du jour, ton approval, peut-être qu'entre aujourd'hui et demain, il passera plus, quoi. Ça marchera plus. Ça Ouais. marchera plus. Donc, Tout à fait. qu'il y a peut-être pas, enfin, est-ce que dans ce genre de cas, c'est vraiment idéal de foncer tête baissée là-dedans, ou bien est-ce qu'il faudrait pas avoir peut-être une approche un peu différente avant de passer sur l'approval? Dans ce cas-là, moi, ce que je fais, tout simplement, en fait, comme tu as dit, on va moquer le local date et on va s'assurer qu'en fait, il nous retourne toujours la même date. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va être obligé à faire avant de faire les approval tests, mais c'est des cas marginaux, je vais dire, parce que c'est quelque chose que j'applique depuis que je connais les approval tests, je les applique chez mon client. Là, la prochaine fois que je vais l'appliquer, j'ai identifié une méthode qui fait 600 lignes qu'on doit la casser. Donc, on va faire de la même manière. On va mettre en place les approval tests. Même si on a beaucoup de dépendances à l'extérieur, ça nous gêne pas. C'est pas grave. D'accord. C'est quelque chose que j'ai testé dans le monde réel et ça marche bien. Ok. Hello, ça va rien. J'ai une petite question aussi pour toi, Sébert. Je t'en prie. Tout d'abord, merci pour la presse hyper claire. Je Merci. suis avec une des collègues de chez mon client là, qui a aussi beaucoup apprécié. La question, c'est la suivante. C'est, si j'ai bien compris, les approval tests, ils servent à prendre un snapshot de comment le système fonctionne aujourd'hui. Mhm. Donc on va essayer de couvrir le maximum de code. Mhm. Là, il y a un truc qui m'a un petit peu gratté, c'est que quand tu as démarré ton test, tu as créé un fake interview, fake recruiter, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en Ouais. gros, potentiellement, il y a une partie du code qui va pas être testée, qui est l'adapteur qui se branche sur la base de données. Oui, tout Donc, à tu fait. pars du principe, si j'ai bien compris, que l'adapteur, il est purement agnostique, il n'y a rien de métier dedans, etc. Tout à fait. Comment tu fais pour être sûr que c'est vraiment le cas avant de faire ça? Alors, autre chose qu'on pouvait faire, c'était au lieu de travailler avec des données fausses, on pouvait faire une vraie connexion à la base de données. Ça veut dire que mon implémentation, ça aurait été des requêtes SQL au lieu d'une liste en mémoire que je crée, qui représente la base de données pour moi.
Après, quand on travaille avec certains types d'architecture, comme l'architecture hexagonale, c'est conseillé de un petit peu ne pas s'intéresser à l'implémentation qui est derrière les ressources. Ça peut être des données, ça peut être une interface graphique, ça peut être, je sais pas, un web service qui m'envoie des infos. On fait l'abstraction des données parce que c'est pas la logique métier, quoi. Quand on fait du refactoring, on se base vraiment sur la logique métier. On essaye de comprendre la logique métier. Et les données, on fait abstraction. C'est pour ça que je suis passé par des classes de fake, justement pour faire cette abstraction et aussi pour faire un kata qui est simple à réaliser. Et donc, la condition de ta démonstration, c'est que la code base existante était déjà en archi hexagonale ou assimilée, dans le sens où les repositories n'avaient aucune logique métier à l'intérieur. Tout à fait. Alors, attention. En fait, ce que je suis en train de vous montrer, c'est une partie d'un workshop de 6 étapes. Ça, c'est juste la première étape de mon workshop. Parce que si vous faites attention, dans ce Recruiter Repository, on a la règle métier. Le Book Availability, c'est une règle métier. Et Find Recruiter by Availability, c'est une règle métier. Donc, j'ai pas vraiment respecté l'archi hexagonale dans cette repository-là. Et ça, c'est parce que, voilà, c'est un workshop qui est de 6 étapes. D'accord. Donc, c'est pas délirant d'appliquer la même démarche que tu as eue, mais sans forcément abstraire la couche data. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste que tu fais pas une bonne pratique. Ça s'arrête là, en fait. Quand tu dis tu fais pas une bonne pratique, tu parles de faire abstraction. En fait, en gros, tu es dépendant de ta base de données si tu mets pas cette interface entre l'implémentation et ton système, tu es dépendant de ta base de données, donc ça va te créer certains problèmes. Ouais. C'est juste là-dessus, mais sur la mise en place des approval tests, ça te dérange absolument pas. Ok, super, ben merci pour ta réponse. Je t'en prie, avec plaisir. Donc, on a encore 4 minutes. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Après, sachez que je reste disponible toujours. J'adore discuter du code. Donc, si vous avez envie de me parler, même après ce BBL, je réponds avec plaisir. Au final, c'est quoi la vraie différence avec Golden Master là-dedans, pour le coup? En fait, les approval tests, c'est une librairie qui se base sur la technique Golden Master, en fait, qui facilite la mise en place de Golden Master. D'accord, c'est juste ça l'idée ici. C'est juste ça. C'est pas une différence. Adrien a une question. Vas-y, Adrien. Ou spam, j'ai une autre question. Je t'en prie. Pour le coup, c'est mon collègue qui posait la question. Je trouve qu'elle est intelligente. Est-ce qu'il n'y a pas des cas où ça vaut pas le coup de partir directement sur l'écriture d'un test unitaire plutôt que de partir sur de l'approval? Bien sûr que si. Quand tu connais ton code, que tu as un expert métier à côté, tu sais exactement ce que tu dois mettre en place comme test, bah oui, autant partir là-dessus, ne pas s'embêter avec ça. Ça, c'est le cas où tu connais absolument rien. Tu as un code qui est illisible, tu peux pas le comprendre. Et là, du coup, voilà, tu as besoin de le refactorer pour le comprendre, pour le simplifier. Et tu as besoin des tests. Et donc, les approval tests, à ce moment-là, ça peut aider. Ouais, en fait, c'est quand tu es incapable de connaître tes relations de causalité entre tes entrées et tes sorties. Mais c'est ça. Pour le coup, si je peux me permettre, même si tu as un expert métier à côté, en fait, il faut savoir que la vérité de ce que fait ton logiciel est dans le code. Et si ton expert métier te dit que c'est censé fonctionner comme ça, mais que le code, c'est pas ça qu'il fait, bah, la vérité
enfin, la vérité, elle est dans le code, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et justement, l'intérêt de l'approval testing, c'est que tu vas tester cette vérité-là et tu vas éviter de t'empêtrer dans un truc où tu vas essayer de refactorer un code qui fait le contraire de ce que te dit ton expert métier, etc., etc. Et justement, l'approval testing, ça te permet aussi de reprendre la main sur ton code à ce niveau-là. Et derrière, s'il y a des corrections à faire, pouvoir y aller beaucoup plus facilement avec ce que te dira ton expert métier. Plutôt que de t'en mêler les pinceaux entre un code qui fait un truc qui fait tout le contraire de ce qu'il est censé faire avec les specs qui te sont donnés par expert métier. Et là, je te dis expert métier, mais ça peut être pareil si tu as une doc qui explique, enfin une doc qui date d'il y a 5 ans de ce que fait ton code et entre-temps, il a évolué et ça veut plus rien dire. Ouais, effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais c'est pertinent, clairement. Et en fait, un exercice que vous pouvez faire, c'est de prendre ce fichier approved et de le vérifier avec votre expert métier. S'il est disponible, vous lui dites, ben, en fait, moi, je donne ces données-là, il me sort une exception. Est-ce que c'est bon ou pas? Et ça, en fait, ça peut être une source pour trouver des bugs qui existent dans votre système et que vous l'ignorez. Ouais, clairement. Super, ben merci pour vos réponses. Avec plaisir. Du coup, il est 13h30. Je pense qu'on va s'arrêter là. Comme je vous ai dit, je reste disponible. Vous pouvez me contacter soit sur mon adresse mail, soit sur Twitter sur @sepnamdar. Je vais partager les slides juste après sur mon Twitter et sur le Twitter de Shodo. Et puis voilà, si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas.